sommaire du JTA ce soir, le général canadien Roméo Dallaire devant le tribunal pénal pour le Rwanda. Le Haut Conseil de la francophonie, fer de lance de la diversité culturelle. Marathon de Marrakech, un Marocain s'impose devant les Éthiopiens et les Kenyans. Mais tout d'abord, explosion dans un complexe gazier algérien hier soir. 22 morts et 74 blessés, mais le bilan pourrait s'alourdir. C'est la plus grande catastrophe industrielle qu'ait connue l'Algérie depuis l'indépendance. Une explosion sur le complexe gazier de Skida, à 500 km d'Alger, a fait 22 morts et 74 blessés parmi les ouvriers du site. On ne connaît pas encore la raison de cette catastrophe, mais elle touche un secteur vital de l'économie algérienne. Ce complexe représente 23% de la production de gaz naturel liquéfié du pays, soit 10% des recettes en devises. Selon le ministre de l'Énergie, une partie de la production de Skida pourra être compensée par celle du complexe gazier d'Arzou, près d'Oran. En bref, en Égypte, l'analyse des boîtes noires du Boeing de Flash Airlines fait apparaître une conjonction de facteurs techniques et opérationnels qui expliquerait l'accident du 3 janvier. La thèse de l'attentat semble donc exclue. Ce matin à Abidjan s'ouvrait le procès de l'assassin présumé de Jean Hélène, journaliste à RFI. Les faits remontent au 21 octobre dernier et l'inculpé plaide non coupable. Ambiance tendue ce matin au tribunal d'Abidjan où s'est ouvert le procès du meurtrier présumé de Jean Hélène, le sergent Dago Seri. Le service d'ordre a violemment repoussé les journalistes qui voulaient faire des images du prévenu. Le tribunal militaire devait donner lecture aujourd'hui d'un document accablant pour le policier, prouvant qu'il a volontairement abattu le journaliste de RFI. Une version contestée par son avocat. Il affirme que son client n'a jamais tiré et n'est pas responsable. 8 témoins, dont 7 policiers, seront entendus par le tribunal. Ce procès se tient en présence du frère et de la sœur de Jean Hélène, qui sont apparus très éprouvés. Le général canadien Roméo Dallaire dirigeait la mission de l'ONU au Rwanda pendant le génocide de 1994. Le tribunal pénal international le soupçonne de complicité avec les génocidaires. C'est la deuxième fois que le général Roméo Dallaire est appelé à témoigner devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, basé à Arusha en Tanzanie, et qui est chargé de juger les responsables du génocide de 1994. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Hier, l'ancien commandant de la mission de l'ONU au Rwanda, d'octobre 1993 à août 1994, était appelé à la barre par l'accusation dans le procès dit des militaires. 4 officiers de l'ex-armée rwandaise, parmi lesquels le colonel Théoneste Bagosora, ici à l'image, considéré par l'accusation comme le cerveau du génocide de 1994. Selon le parquet, cet officier aurait exercé le pouvoir de facto après l'attentat meurtrier contre l'avion du président Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994 au-dessus de Kigali. Hier à la barre, l'ancien commandant de la MINUSTAH a enfoncé le clou. Selon lui, le colonel Bagosora préparait un coup d'État. Et tout se passait à l'époque comme si cela avait été planifié. Le général Dallaire affirme que toutes ces propositions pour arrêter les massacres ont été repoussées par le colonel, qui l'aurait personnellement menacé de mort au cours d'une réunion. C'était au cours d'une réunion très animée. Le colonel Bagosora m'a menacé avec son arme. Il m'a dit que la prochaine fois qu'il me verrait, il me tuerait. Le général Roméo Dallaire a été profondément traumatisé par la tragédie rwandaise à laquelle il a assisté impuissant. Il accuse l'ONU de ne pas lui avoir permis de mener à bien sa mission. Sa déposition devrait se poursuivre jusqu'au 30 janvier prochain. Arrêté vendredi, à l'issue d'une semaine de manifestations, l'opposant au président zimbabwéen est aujourd'hui devant la justice de son pays. Il aurait projeté l'assassinat de Mugabe. En costume sombre et flanqué de son épouse, Morgan Tsvangirai s'est rendu hier à son procès. L'opposant zimbabwéen est accusé de trahison. Il est soupçonné d'avoir organisé un complot pour assassiner Robert Mugabe. Morgan Tsvangirai a nié. Le leader du MDC a insisté sur son patriotisme et a même reconnu qu'à une époque, il a admiré Mugabe. L'accusation repose sur des enregistrements sonores de conversations que Tsvangirai aurait eus avec un ex-agent de renseignement israélien. Des enregistrements qui, selon l'opposant, ont été truqués. Morgan Tsvangirai estime être tombé dans un piège tendu par le pouvoir. Il risque la peine de mort. Après l'Éthiopie et le Kenya, le chancelier allemand a notamment souligné les efforts de Nairobi dans la lutte contre le terrorisme, mais on a également parlé business.
Gerhard Schröder est arrivé lundi soir au Kenya, deuxième étape de sa tournée en Afrique. Lors d'un entretien avec le président kényan, le chancelier allemand a annoncé que l'Allemagne va doubler son aide au Kenya. Elle passera à 50 millions d'euros pour les 2 prochaines années et ira prioritairement au secteur de l'eau, de la santé et de l'agriculture. L'Allemagne veut donner un coup de pouce à ce pays qui prend un nouveau départ et s'est engagé dans la lutte contre la corruption. Gerhard Schröder doit quitter Nairobi demain soir pour les 2 dernières étapes de sa tournée africaine, l'Afrique du Sud et le Ghana. Première réunion du Haut Conseil de la francophonie. Cette nouvelle instance se veut le garant de la diversité culturelle. Mondialisation, globalisation, des mots que l'on entend beaucoup dans l'actualité et qui évoquent les dangers d'une vision unique et écrasante du monde. C'est contre cette vision que la francophonie d'aujourd'hui s'élève et son nouveau Haut Conseil doit l'assister dans cette lutte. Réunie pour la première fois à Paris, lundi et mardi, cette instance n'est désormais plus rattachée au président de la République française, mais directement au secrétaire général de la francophonie. Il s'agit d'un laboratoire d'idées qui défendra bien sûr la langue française, mais aussi une certaine ouverture vers les autres peuples et leurs différences. Le but de la francophonie en général, c'est d'avoir une vision du monde qui est une vision non pas hégémoniste, dominatrice, mais une vision conviviale, de coopération, de plus grande fraternité, ou dans le sens de votre belle devise, liberté, égalité, fraternité, et dans le sens de la solidarité aussi, de la justice et de la paix. Ce nouveau Haut Conseil regroupe une trentaine de personnalités issues de toutes les zones francophones de la planète. Nommées pour 4 ans par le secrétaire général, elles ont notamment pour objectif de livrer quelques pistes de réflexion à l'UNESCO, qui prépare actuellement un projet de convention sur la diversité culturelle. Une notion que défendent ardemment les Africains. C'est la bataille pour l'Afrique. La bataille pour l'Afrique, parce que c'est la bataille pour la diversité, pour le pluralisme, pour la gestion des différences. Ce sont sur ces valeurs que l'Afrique se fonde et ce sont sur ces valeurs que demain l'Afrique se fondera. Ma présence ici, c'est un combat pour l'Afrique. Je me sens absolument à l'aise et je suis persuadé que le devenir de la francophonie se joue fondamentalement en Afrique. Et c'est justement en Afrique que se tiendra le prochain sommet de la francophonie. Ouagadougou a été choisi pour ce rendez-vous du mois de novembre. Et pendant qu'Alpha Omar Konaré participait aux travaux du Haut Conseil de la francophonie, au Mali, son parti, l'ADEMA, se lançait dans la bataille des élections municipales. Au Mali, l'ADEMA rassemble ses troupes à 3 mois des élections municipales. Le parti d'Alpha Omar Konaré a tenu son 3e congrès. Objectif, consolider ses rangs après les remous de ces dernières années. Le parti a connu plusieurs défections, celle d'Ibeka d'abord et plus récemment celle de Soumaïla Cissé qui avait défendu les couleurs de l'ADEMA à la dernière présidentielle. Pas de changement à la tête, Diakounda Traoré reste président et Soumaïlou Boubei Maïga, numéro 2 du parti. En bref, le gouvernement d'Abuja vient de suspendre la taxe sur les carburants. Il se conforme ainsi à une décision de justice et espère aussi obtenir la levée du mot d'ordre de grève générale lancé par le principal syndicat du pays. Et l'on termine en courant. Le marathon de Marrakech a permis de faire une intéressante démonstration. Kenyans et Éthiopiens, maîtres incontestés de la discipline, se sont pourtant inclinés devant un coureur marocain. Le jour se lève à peine sur Marrakech. Dans moins de 24 heures sera donné le départ du 15e marathon international de la ville impériale. Cette année, les organisateurs ont décidé de donner un nouveau souffle à l'épreuve. Pendant tout un week-end, des animations de toutes sortes sont proposées au public dans le village spécialement aménagé. Alors on est venu d'un peu partout, essentiellement d'Europe, France, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas et Angleterre. Il y a plein de gens qui s'inscrivent, peut-être un peu plus que prévu, parce que finalement on n'a plus les t-shirts, on n'a plus les casquettes, on va être obligé de leur donner demain. Mais c'est bon signe en fait, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent. La véritable nouveauté, c'est la présence d'athlètes des hauts plateaux, Kenyans et Éthiopiens, venus défier les Marocains sur leur terre. Je voulais que ces marathoniens marocains affrontent des Kenyans, parce que c'est vraiment les concurrents réels, et les Éthiopiens aussi, et ça a été fait, et j'en suis très satisfait, puisque ce sont 2 Marocains qui ont gagné les 2 premières places. Bon, les Kenyans sont venus tout de suite après. Je crois que c'est une bonne chose qu'il faut encourager, c'est la meilleure manière, à mon avis, de créer une émulation et d'avoir des performances importantes. La bagarre tant attendue sur un parcours tracé autour et dans Marrakech
n'a pas eu lieu. Les Marocains sont restés maîtres chez eux, à la grande joie de leurs supporters. Khalid Boumlili, parti de le 25e kilomètre, a fait exploser le peloton. Il s'est imposé facilement en 2 heures, 10 minutes et 49 secondes devant son compatriote Abderrahmane Fariati. Le premier Kenyan, Paul Tangus, est 4e. Du début jusqu'au 25e kilomètre, les Kenyans étaient toujours là. Mais après, il n'y avait plus personne pour m'aider à hausser le rythme. J'aurais pu réaliser une meilleure performance, mais bon, c'est comme ça. La grande surprise est venue d'un autre Marocain, Zayed Laroussi, un inconnu qui a pris la 3e place et dont c'était la première participation, lui qui n'avait jamais quitté sa ville de Laayoune au Sahara. Ça fait 10 ans que je n'ai pas quitté Laayoune. Je n'ai jamais participé à une course internationale. C'est la première fois que je prends part à une telle épreuve. Chez les filles, la victoire est revenue à la Marocaine Afida Narmouche en 2 heures 43 minutes 11 secondes. L'année prochaine, pour la 16e édition, les organisateurs espèrent faire courir d'autres athlètes d'Afrique de l'Est, histoire peut-être de continuer à faire briller le soleil sur ce marathon. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous, à demain.